Ah, les femmes au Québec auraient 30% moins de revenus que les hommes à la retraite. Ça, on le sait, congé de maternité, c'est un petit trou dans le panier d'économie, mais il y a également toujours l'enjeu du salaire horaire, du salaire moyen à travail égal. Il y aura encore du rattrapage à faire. On va en parler avec Isabelle Bérard, qui est planificatrice financière. Il y a peut-être des trucs pour les femmes pour s'en sortir. Bonjour. Bonjour. Passons en revue, si vous voulez bien, les trous dans le panier, là. Autrement dit, les moments dans la vie d'une femme où finalement il y a de l'argent qui s'écoule comme ça. On pense instinctivement au congé de maternité. Pendant quelques semaines, la femme va toucher 70% de son salaire, mais il n'y a pas juste ça, là. Il y a d'autres trous dans le panier. Oui, il y a beaucoup de causes structurelles, en fait, qui expliquent les raisons pour lesquelles les femmes se retrouvent à la retraite avec moins d'argent que les hommes. Donc, vous en parlez, effectivement, il y a les arrêts ou les pauses de carrière, oui, souvent occasionnés par le congé parental. Encore aujourd'hui, c'est reconnu, c'est la femme qui va souvent s'absenter pour prendre le congé parental. On comprend que quand on est en congé parental, ben, on a moins de revenus, donc moins de capacité d'épargne, mais aussi ça fait en sorte qu'on a moins de droits REER qui s'accumulent. Il y a aussi le revenu. Vous l'avez mentionné, malgré le fait qu'on est en 2026 puis qu'on cherche à tendre à l'équité salariale, les femmes gagnent encore moins que les hommes. Donc, encore une fois, si on gagne moins d'argent, on a moins de capacité d'épargne, moins de droits REER qui s'accumulent. Et ne pas oublier que les rentes du RRQ qu'on va obtenir plus tard sont basées sur nos revenus d'emploi qu'on va avoir générés entre l'âge de 18 ans et 65 ans. Donc, même la rente du RRQ va être réduite pour les femmes qui vont avoir gagné moins d'argent. Mais il y a aussi d'autres éléments qu'on pense peut-être moins. Les femmes ont souvent un petit peu moins confiance en elles-mêmes lorsque vient le temps de parler de finances, de placement. Donc, les femmes vont souvent être un peu plus prudentes dans leur placement. Et en étant plus prudentes, bien, ça va générer moins de rendement et ça va faire en sorte que même si elles épargnent le même montant qu'un homme, puis qu'elles commencent au même âge, ben elles vont arriver à la retraite avec moins d'argent accumulé. Donc, c'est Et différents facteurs, oui. non, mais c'est ça. Et on dit en plus que les femmes, en général, ont une espérance de vie un peu plus grande quand même Plus que long. les hommes, plus Ouais. longue. Mais est-ce que c'est un fléau? Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que les femmes à la retraite, il y a beaucoup de femmes qui sont pauvres au Québec quand elles arrivent à la retraite? Ben, il faut pas non plus généraliser le tout. Il y a des femmes qui vivent des retraites très confortables. Par contre, c'est sûr que euh, j'ai tendance à dire aux femmes, il faut peut-être faire un effort supplémentaire. Premièrement, commencer le plus tôt possible. L'inconvénient, c'est quand on est très jeune, ben on se dit la retraite c'est loin, je vais avoir le temps d'y penser. Je vais d'abord commencer par la famille, ensuite je penserai à ma retraite. Mais ça, c'est une erreur parce que plus on commence jeune, plus on profite de l'effet des intérêts composés. Puis parfois, juste 50 $ par mois qu'on aurait commencé dès qu'on a notre premier emploi en vue de la retraite, ça peut sembler loin, là, mais ça peut faire une énorme différence par rapport à si on commençait quand on a 35 ans après avoir eu nos enfants. Donc, commencer le plus jeune possible, même si c'est un petit montant, et initier aussi l'automatisation. On est habitué, quand on reçoit notre paye, l'impôt, les retenues à la source sont faites directement sur la paye. L'argent qui est pas là, on le dépense pas. Ben, faites la même chose avec votre épargne. Automatisez vos contributions, faites-le automatiser le jour de la paye, comme ça, vous y penserez plus, l'argent va s'accumuler, puis vous pourrez déjà faire du rendement sur vos placements. Euh, Ce qu'on essaie de faire en sorte ici, c'est d'éviter que les femmes aient une certaine dépendance. Donc, on veut que les femmes aient aussi cette indépendance financière-là. Malheureusement, une des erreurs qu'on voit, c'est que les femmes vont souvent se pencher sur le fait que ben j'ai un conjoint, mon conjoint pourra m'aider, pourra me soutenir à la retraite, mais ça nous crée un lien de dépendance, peut-être même on devient prisonnière d'une relation qui nous convient C'est peut-être pas évident. Ben juste oui. pour les finances. Donc ça aussi là, c'est un piège. Donc assurez-vous d'être accompagné par un Ouais. professionnel. Faites-vous faire un plan individuel pour voir est-ce que vous êtes capable d'y arriver, même seul, si jamais il advenait une séparation. Puis aussi, quand on est accompagné par un professionnel, ça instaure une certaine discipline. Puis
ça enlève aussi la crainte ou le manque de confiance concernant les placements. Puis ça peut faire en sorte aussi que au niveau des rendements, ben, qu'on soit un petit peu moins prudente dans nos placements. Mais Mme Bérard, c'est une question très technique, là, mais quand on met de l'argent à la bourse, vous êtes planificatrice financière, souvent on fait appel avec un conseiller financier, un planificateur financier. Vous disiez que les femmes ont une moins grande tolérance au risque. Ça, c'est reconnu, là, soit dit en passant. C'est peut-être tabou de le dire, mais les sondeurs le remarquent, par exemple, quand ils viennent à sonder même les partis politiques pour lesquels les femmes veulent voter. Elles votent moins pour des partis qui veulent des grandes ruptures. Mais revenons à la question économique. Si on fait affaire avec un conseiller financier ou une conseillère financière, puis que c'est pas nous qui plaçons notre argent à la bourse, il n'y a plus l'enjeu de l'insécurité financière, là. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme conseiller ou planificateur financier, on est quand même obligé d'évaluer le profil d'investissement de nos clients et on se doit d'investir selon le profil du client. C'est pas vrai qu'on investit selon nous, notre profil, mais vraiment selon le profil du client. Mais la crainte ou la peur ou le manque de confiance vient souvent d'un manque de connaissance. Donc, en tant que conseiller ou planificateur, notre rôle aussi, c'est de faire de l'éducation financière, d'accompagner nos clients surtout quand les marchés sont mouvementés. On vit beaucoup là, de volatilité ces temps-ci. Là, ça fait 2 ans là, qu'il y a énormément de volatilité. Ça chute, ensuite ça remonte, puis ça rechute encore. Donc, quand on est là pour accompagner nos clients, tempérer les émotions, leur expliquer, présenter des graphiques, présenter des statistiques, ça aide aussi à gagner en confiance, puis ça fait en sorte que parfois le profil d'investisseur de nos clients vont évoluer avec le temps. Quelqu'un qui était très prudent parce qu'elle connaissait peu les finances, ben peut éventuellement, parce qu'elle connaît davantage le tout, ben elle va changer son profil. Puis on se doit, nous, éthiquement parlant, là, on se doit de faire une réévaluation de profil à tous les 3 ans au minimum. Donc, il n'y a rien qui empêche de changer le profil d'investisseur. Donc, l'importance, effectivement, de planifier, de commencer tôt, ce sont des choses qu'on sait bien. Mais juste une petite question aussi, tu sais, on sait que les Québécois, les Québécoises, on est vraiment là, les champions de ce qu'on appelle l'union libre. Hein. Beaucoup de gens décident justement de ne pas se marier parce qu'ils disent c'est la liberté. Mais on se rend compte que ce choix-là, par exemple, quand on est en couple pendant longtemps, vous pouvez être en couple pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous dites je ne suis pas mariée, je suis libre. Mais est-ce que vous voyez que ça a une différence, ça a un impact sur les finances, là, on va dire justement, des couples qui décident de se séparer? Oui, ça c'est un point important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage, on signe un contrat. Et le contrat vient avec des droits et des obligations. Et quand on se marie, ben il y a ce qu'on appelle le patrimoine familial. Et si jamais il y a séparation, ben il va y avoir séparation du patrimoine. Bon, qu'est-ce qui est intégré dans le patrimoine? C'est les maisons du couple, les voitures, tous les meubles qui garnissent les maisons, mais c'est aussi tous les régimes de retraite. Donc, on entend ici fonds de pension, REER. Donc, c'est sûr que tout ce qu'on a accumulé pendant la période de mariage, ben, va éventuellement être partagé si jamais il advenait une séparation ou un divorce. Fait qu'on comprend que si la femme dans le couple a eu des pauses de carrière pour pouvoir élever les enfants ou prendre les congés parentaux, mais que l'homme, lui, a continué de travailler, il a continué de contribuer à ses REER, il a continué à contribuer à son fonds de pension, mais si jamais il y avait séparation, ben, son REER et son fonds de pension vont être divisés, puis sa conjointe va pouvoir en profiter. Dans les conjoints de fait, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de partage de patrimoine. Ce qui appartient à un, appartient à un. Ce qui appartient à l'autre, appartient à l'autre. Et c'est là que c'est important pour les personnes en particulier qui ont des enfants et qui a des pauses de carrière comme ça sur qui s'arrête. Normalement, c'est un choix de couple qu'on fait. C'est pas vrai que c'est un choix individuel, c'est un choix de couple qu'on fait et les conséquences devraient être assumées par le couple. Par exemple, monsieur pourrait décider de contribuer au REER de conjoint, donc au REER de sa conjointe pendant qu'elle est en congé parental. Ça permettrait un certain partage de richesses. Mais il y a un document légal que la majorité des conjoints de fait ne signent pas, c'est la Convention de vie commune. Donc, la Convention de vie commune, c'est un document légal qui
permet de déterminer à l'avance, pendant qu'on est encore amoureux puis qu'on s'entend bien, sur qu'est-ce qui va se passer le jour où on va se séparer, comment allons-nous séparer les biens, mais aussi dans la vie du quotidien, comment partageons-nous nos dépenses en fonction de nos revenus, comment assurons-nous qu'on est équitable dans notre couple et tout ça. Donc, c'est un document que moi, je recommande fortement pour les conjoints de fait de s'assurer de compléter. Ça Puis vous dites ressemble que à un les gens le contrat de signent pas mariage. beaucoup. Vous dites que les gens le signent pas beaucoup, ce document-là. Il y a très, très peu de conjoints de fait qui signent ce document-là. Vraiment très peu. Ben, ça, Et c'est sûr, ça c'est une permettrait conversation de... difficile à avoir. Là, Oui. C'est parce que On va aller se doit... Oui, j'allais dire, on va prendre quelques petites secondes, en fait, parce que je vous propose, il y avait peut-être quelques commentaires, puis vous allez pouvoir répondre aux commentaires de nos téléspectateurs et auditeurs, bien sûr. Super.